Je suis Righi Liardi, je suis océanographe et climatologue. Nous sommes ici à Sorbonne Université, en haut de cette tour centrale de Jussieu, avec cette magnifique vue sur tout Paris. Je travaille au CNRS et je suis chercheur au L'Océan, qui est un laboratoire qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace. J'ai été auteur principal du 5e rapport du GIEC. Je travaille aussi sur le terrain, parfois, dans des campagnes en mer ou alors dans des colloques au niveau international. J'ai eu la chance d'avoir un lien fort avec l'océan depuis tout petit. C'est venu assez naturellement de savoir à quoi appliquer cette curiosité, donc de comprendre comment l'écoulement fluide, à la fois l'océan et l'atmosphère, fonctionne sur notre planète, quels en sont les mécanismes physiques. Et ma recherche porte sur le phénomène El Niño. El Niño étant le principal mode de variation d'une année sur l'autre du climat. El Niño est une anomalie des échanges océan-atmosphère dans le Pacifique tropical qui a des impacts planétaires. Pour comprendre El Niño, il faut quand même décrire ce qui se passe dans le Pacifique tropical. Imaginez un grand bassin d'eau tropical, le Pacifique tropical. On a à l'ouest l'Indonésie, à l'est l'Amérique centrale. Et au-dessus de ce bassin, il y a des alizés. Des vents qui soufflent d'est en ouest, très réguliers, très puissants, qui entraînent des courants océaniques qui étaient bien connus des navigateurs pour se déplacer vers l'ouest. Et ces alizés vont faire qu'il va y avoir des remontées d'eau froide à l'est et plutôt une accumulation d'eau chaude à l'ouest. Et certaines années, le système se dérègle. Les alizés vont se ralentir, il va y avoir des coups de vent d'ouest qui vont amener un peu d'eau chaude dans le centre, du coup réduire encore plus ces alizés. Le système va s'arrêter pendant 1 an. Donc ça, c'est un événement El Niño. En Polynésie française, les années normales, il n'y a pas d'ouragan, par exemple, puisque les ouragans, pour se développer, ont besoin d'eau chaude, et l'eau chaude est confinée dans l'ouest du Pacifique. Par contre, dans les années El Niño, cette eau chaude vient vers le centre du Pacifique, donc vers la Polynésie française, et là, le risque d'ouragan en Polynésie française, ou à Hawaï, par exemple, aussi, augmente. Donc quand El Niño arrive, ça affecte 1/4 de la surface de la planète, d'où l'impact global. C'est un phénomène qui est connu des habitants du pourtour du Pacifique depuis très longtemps. L'origine du mot El Niño, ça vient du fait qu'il y a un courant chaud au moment de Noël, chaque année, le long des côtes du Pérou-Chili. Donc Noël, c'est l'enfant Jésus. Et donc les habitants ont appelé ce courant chaud El Niño. Par exemple, les pêcheurs péruviens savent que depuis toujours, depuis des centaines d'années, que les années El Niño, on ne pêche plus aux côtes du Pérou-Chili. Donc on part dans les registres de pêche péruviens. Et toutes les années où il n'y a pas de pêche, on sait que c'est l'année El Niño. Il y a d'un côté ces pêcheurs péruviens et de l'autre, Sir Gilbert Walker, qui était le météorologue en chef en Inde, qui a cherché à comprendre pourquoi certaines années la mousson, essentielle pour la vie en Inde, s'arrêtait. Et donc il a commencé à faire des mesures de pression et il a repéré une oscillation de pression entre Tahiti, donc au centre du Pacifique, et Darwin dans l'ouest en Australie. Il a fallu attendre les années 1950 puis 1970 pour que le lien soit fait avec El Niño. Du coup, le phénomène est devenu El Niño Oscillation Australe, ce qu'on appelle ENSO en anglais, El Niño Southern Oscillation, le nom scientifique d'El Niño. El Niño, en fait, il va commencer au printemps, il va se développer pendant l'été et l'automne et arriver à un maximum en hiver. En général, c'est entre décembre et février qu'il y a le maximum d'anomalies de température. El Niño, c'est un phénomène régulateur du transport de chaleur des tropiques vers les plus hautes latitudes, qui arrive tous les 7 ans en moyenne. La base de la machine climatique, c'est l'excès de chaleur qui est reçu dans les tropiques par rapport aux plus hautes latitudes. Et donc, il faut transporter cet excès de chaleur vers les plus hautes latitudes. Ce transport, il se fait par les courants océaniques, un Gulf Stream dans l'Atlantique, courant chaud dans le Pacifique. Et par moments, cet export de chaleur ne se fait pas de façon complète. Donc, il y a une accumulation de chaleur dans le Pacifique tropical. Et le phénomène que la nature a trouvé pour se débarrasser d'un coup de cette chaleur accumulée, c'est El Niño. C'est comme vous avez un tas de sable, vous rajoutez du sable dessus, il ne se passe rien, vous rajoutez du sable, il ne se passe rien. Puis à un moment, à force d'en rajouter, il va y avoir une descente du sable le long du tas
Et voilà, donc c'est un phénomène de chasse d'eau. Il y a l'augmentation de sécheresse ou de précipitations intenses sur les continents ou sur des îles, des cyclones tropicaux. Il y a aussi un impact dans l'océan sur les vagues de chaleur marine. Donc si on prend le bord est du Pacifique, hein, c'est un lieu de remontée d'eau froide, naturellement entraînée par ces alizés, la circulation du vent. Cette remontée d'eau froide apporte des nutriments qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Et c'est pour ça que ce sont des eaux très poissonneuses. Et quand El Niño arrive, il n'y a plus ces remontées d'eau froide, il n'y a plus l'apport de nutriments. Donc en fait, les poissons partent manger ailleurs. Et donc les poissons se déplacent pendant El Niño. C'est pour ça qu'il n'y a plus de pêche le long des côtes du Pérou et du Chili pendant El Niño. Une autre partie du cycle, c'est la petite sœur d'El Niño, qu'on appelle la Niña, qui là, au contraire, ça va plutôt être des alizés plus puissants, plus de remontées d'eau froide dans l'est du Pacifique, donc un refroidissement plutôt qu'un réchauffement dans l'est du Pacifique, et plus de précipitations, par contre, dans l'ouest du Pacifique. Alors en fait, le El Niño et la Niña sont calculés en tant qu'anomalie par rapport au cycle saisonnier normal. Mais les règles et les équations physiques, ça reste les mêmes. C'est juste que voilà, c'est une anomalie, on va dire, qui arrive de façon tout à fait naturelle. Donc le cycle saisonnier va se définir sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on va moyenner 30 années, on aura un cycle saisonnier moyen. Ensuite, quand une année arrive, on va enlever ce cycle saisonnier moyen pour obtenir l'anomalie. Soit positif, ça sera El Niño, soit négatif, ça sera la Niña. Donc par construction, si on moyenne les anomalies El Niño, la Niña sur 30 ans, on arrive à 0. Puisque c'est comme ça que ça a été défini. Alors, il y a une différence cependant entre El Niño et la Niña, c'est qu'il y a une asymétrie entre les deux. Les El Niño vont arriver moins souvent, mais ils seront plus forts. Et les La Niña, eux, vont peut-être parfois durer 2 voire 3 ans, c'est arrivé récemment, mais seront moins forts. C'est comme ça que l'équilibre entre les deux se fait. Mais effectivement, si on moyenne dans le temps les deux, on arrive à 0. Le lien entre El Niño et le changement climatique, on peut le voir de 3 façons. Une qui est avérée, une qui est une question de recherche, et une troisième qui est trompeuse. Celle qui est avérée, c'est le fait que quand un événement extrême lié à El Niño entraîne plus de précipitations, cet événement va être plus fort du fait du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'une atmosphère plus chaude contient plus d'humidité, donc quand il pleut plus. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'El Niño lui-même va être affecté, c'est-à-dire sa fréquence, son intensité va être affectée par le réchauffement climatique. Donc les simulations climatiques, les projections climatiques de l'avenir nous montrent pas en moyenne de changement. Il y a 1 ou 2 études qui ont semblé indiquer que la fréquence des événements extrêmes, ces fameux événements très forts, augmenterait avec un climat qui se réchauffe. Mais voilà, faut rester prudent, c'est vraiment une question de recherche. Le troisième aspect, souvent on entend dire que El Niño augmente le réchauffement climatique. Mais en fait, ça c'est juste le fait que le Pacifique tropical représente 1/4 de la surface de la planète. Donc arithmétiquement, quand ça se réchauffe dans cette région, la température globale augmente. Mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs ça se réchauffe aussi. C'est comme si vous avez une classe de 30 élèves, il y a une taille moyenne des élèves, vous remplacez 1/4 de la classe par d'autres élèves, ça va changer la moyenne, mais ça ne va pas changer la taille de ceux qui étaient déjà là. Les cycles El Niño, La Niña existant depuis des millions d'années, toute la vie dans l'océan s'est adaptée à ces changements réguliers. Soit les poissons allant ailleurs pour trouver de la nourriture, soit par exemple les coraux qui blanchissent pendant El Niño, c'est-à-dire que la température devient trop élevée pour les organismes qui sont hébergés par le squelette du corail. Donc la partie vivante s'en va, le corail blanchit, mais quand El Niño part, ils reviennent. Avec un climat qui se réchauffe, la fenêtre de température inférieure à un certain niveau pour que la partie vivante revienne diminue. Donc les temps de repopulation après El Niño, eux, vont diminuer. Et là, on peut arriver à la mort du corail. Ce qu'on observe, c'est que certains écosystèmes coralliens, effectivement, vont plus pouvoir survivre à des événements El Niño qui se conjuguent avec le réchauffement climatique, et c'est d'autres qui vont prendre la place. Donc là où il y a des modifications de l'écosystème. El Niño qu'il y a eu cette année a eu un impact sur près de 50% des coraux de la planète. Travail au quotidien, ça va être d'utiliser des simulations informatiques du climat. Puisqu'en fait, notre Terre, il n'y en a qu'une. On ne peut pas en mettre 5 côte à côte et faire des expériences comme font nos collègues physiciens. Donc, pour faire ça,
on le fait de façon informatique. C'est-à-dire qu'on va faire des modèles informatiques, on reproduit la circulation atmosphérique, la circulation de l'océan, toute la complexité du système Terre sur un supercalculateur avec des centaines de milliers de lignes de code. Et ça va nous représenter le système Terre. Et avec ça, on va faire des expériences. Un supercalculateur, vous imaginez un terrain de tennis ou deux rempli de grands frigos, tous côte à côte. Ça, c'est le calculateur. C'est assez énorme et chacun possède des milliers de processeurs. Alors clairement, il faut avoir une formation d'informatique. On programme nos modèles avec de l'informatique. Donc c'est vraiment important. Par contre, il n'y a pas besoin d'être un expert informaticien. On a des ingénieurs dont le métier est dédié à l'informatique et à l'optimisation de nos modèles sur ces supercalculateurs. Mais oui, notre crayon, c'est la ligne de code informatique. Donc il faut savoir programmer. Comment ces modèles fonctionnent, c'est qu'on découpe la Terre en petites boîtes tridimensionnelles. Et dans chaque petite boîte dans l'atmosphère ou dans l'océan, on va avoir, par exemple, dans l'atmosphère, il va y avoir une température, une humidité et le vent. Dans l'océan, ça va être la température, la salinité et les courants. Alors évidemment, plus on a envie d'être précis, plus il faut des boîtes petites, mais donc plus il va y avoir de calculs. C'est des calculs dynamiques qui évoluent en fonction du temps, des saisons, des jours. Et donc il faut faire avancer ces modèles avec des pas de temps de quelques minutes, une demi-heure, etc., pendant 100 ans. Donc vous voyez, le nombre de calculs, il est gigantesque. C'est pour ça qu'on a besoin de supercalculateurs pour pouvoir faire tous ces calculs et simuler le climat sur 10 ans, 100 ans, suivant la question scientifique qu'on se pose. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à prévoir. On voit par exemple, on suit maintenant l'accumulation de chaleur dans le Pacifique tropical. On a des réseaux de mouillage avec des thermomètres qui descendent à plusieurs centaines de mètres. Avoir ces données par satellite en temps réel. Donc on suit très précisément ce qui se passe dans le Pacifique tropical. Par contre, le déclenchement El Niño, est-ce que ça va être cette année ou l'année suivante que El Niño va démarrer? Ça va demander un travail de prévision où il y a une part d'incertitude. Puisqu'en fait, l'océan avance lentement. En quelques jours, ça n'a pas le temps de donner des conditions suffisamment différentes pour partir sur une autre trajectoire. Maintenant, on sait prévoir El Niño 6 à 9 mois à l'avance, et ça permet d'anticiper de très nombreuses modifications pour les sociétés. On a des modèles de plus en plus précis. L'enjeu maintenant, c'est comment est-ce qu'on va prévoir le type d'El Niño, le détail. C'est aussi, et ça on le voit de plus en plus, aller vers des services climatiques, comme il y a les services météorologiques, d'aller vers les services climatiques. On va pouvoir, avec les porteurs d'enjeux dans les sociétés ou les populations, travailler la main dans la main pour comprendre de quel type d'informations ils vont avoir besoin pour prendre des décisions. Et ça, il y a vraiment besoin d'un dialogue. Ce qu'on peut faire déjà, c'est utiliser les prévisions d'El Niño pour savoir quoi planter à quel endroit. La récolte de riz en Indonésie qui diminue pendant El Niño puisqu'il pleut moins, eh bien, l'État indonésien va pouvoir acheter du riz en avance sur les marchés mondiaux pour ne pas se retrouver en situation de crise alimentaire. Aussi, par exemple, s'il y a de l'énergie éolienne dans un pays, que peut-être pendant cette année-là, il y en aura plus ou il y en aura moins, suivant la circulation du vent qu'il va y avoir. Donc maintenant, grâce à ces prévisions opérationnelles, on peut vraiment anticiper ces effets et donc en limiter l'impact. Tant que le Pacifique a sa géométrie actuelle et que la Terre tourne, El Niño ne disparaîtra pas. Les quantités d'énergie mises en jeu pendant El Niño sont gigantesques et on n'aurait aucun moyen d'aller contrer ça. L'ambiguïté de notre relation au monde qui nous entoure, c'est que d'un côté, ça nous semble gigantesque et de l'autre, on a une influence dessus. Et je pense que c'est tout le travail des citoyens, de tout le monde, de reconnecter, de faire cette connexion à cette nature dans laquelle on est et qui nous émerveille et qui parfois peut être inquiétante, mais en même temps de comprendre qu'on fait partie, on est devenu une force qui modifie le climat, et ça génère une responsabilité dont on est en train de s'emparer.